Fade Batimbi, Fade Amamatimbi, Fade Amolengetimbi na contrepoint Embi, Fade la Trembeke, Zoti Bouga, Fade Kodroti à Gangoni de Fait, Miesitra Bouga de Fait, Bidé, Kodroti Nala, à Gata Kodro, à Gangangu, à Lingina, Tendi Kodroti de Fait, Bonjour les amis, c'est Mélodie. Je vous souhaite la bienvenue dans notre émission et podcast Nos députés et nous. Notre émission est une plateforme d'échange qui nous permet à nous jeunes d'être en contact et de discuter avec nos élus, députés de la nation qui nous représentent à l'Assemblée nationale et auprès des instances gouvernementales. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une haute personnalité, avocat au barreau de Centrafrique, président du groupe parlementaire Émergence, membre de la commission Institutions, démocratie judiciaire et affaires administratives, représentant du peuple qui a bien voulu nous accorder ce moment d'échange. Honorable, bonjour. Bonjour. C'est un réel plaisir de vous rencontrer aujourd'hui et nous vous sommes reconnaissants pour la confiance et le temps que vous nous accordez en nous donnant cette opportunité de vous interviewer. On espère que nous jeunes pourrons être édifiés par vous à l'issue de cet échange sur le rôle, la fonction et les missions des députés. Alors, honorable, pouvez-vous vous présenter en quelques mots afin de permettre à nos très chers auditeurs qui vous suivent de mieux connaître leurs représentants? En gros, pouvez-vous nous indiquer votre nom, prénom et circonscription électorale? Je vous remercie, madame la journaliste. Je suis très heureux d'avoir votre micro aujourd'hui pour me permettre justement de vous guider un peu autour de ce que je suis et ce que j'exerce comme fonction aujourd'hui. Je suis l'honorable Barthélémy Louis-Marie Zoumara. Je suis député de la première circonscription de Kouango et je siège à la commission texte et loi, communément appelée auparavant comme ça. Et je suis aussi vice-président du groupe parlementaire Émergence, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure. Voilà. Alors, d'après vous, honorable, quel est le rôle d'un député et quelles sont vos principales responsabilités en tant qu'élu et comment elles impactent directement notre quotidien? En tout cas, c'est des questions qui nous sont toujours posées à chaque instant, chaque fois que nous croisons les journalistes, chaque fois qu'on nous tend les micros. Et justement, c'est à bon escient que ce genre de questions nous soient posées pour la simple raison que la plupart des cas, nos populations ne maîtrisent pas trop le rôle fondamental que joue un élu de la nation dans une cité comme la République centrafricaine. Dans un premier temps, nous sommes élus de la nation. Nous avons un suffrage universel direct venant de nos populations respectives et avons un mandat législatif. Dans un premier temps, ça veut dire ce qui nous permet justement de faire les lois, comme on dit dans un terme très simple, c'est-à-dire c'est nous qui faisons la loi pour la République. Deuxièmement, nous avons aussi ce rôle à jouer en tant qu'organe de contrôle des actions du gouvernement. Et nous contrôlons aussi comment est-ce que les actions du gouvernement ont impact justement sur la vie quotidienne de notre peuple. Et nous avons aussi la capacité de lever les impôts pour permettre à ce que nos populations aussi puissent vivre aisément dans l'exercice de leurs activités quotidiennes. Merci beaucoup pour l'éclaircissement parce qu'on se rend compte que maintenant, pour la plupart, les jeunes pensent que ce sont les députés qui doivent construire les routes, arranger les quartiers, etc., leur communauté, or que c'est le rôle du gouvernement, mais que vous êtes là pour voter des lois en notre faveur. Ensuite, honorable, pouvez-vous nous dire quels sont les projets ou propositions de loi sur lesquels vous travaillez actuellement? Je pourrais vous dire simplement qu'il y a beaucoup de textes de loi que nous avons examinés et adoptés lors de cette session parlementaire ordinaire qui a débuté depuis le mois d'octobre passé.
Et nous allons bientôt à la clôture d'ici fin décembre. Et donc, nous avons passé en revue plusieurs textes de loi que nous avons votés. Mais je puis vous rassurer que cette session est fondamentalement budgétaire. C'est une session qui nous permet à nous, députés, n'est-ce pas, de recevoir sur le bureau de l'Assemblée nationale la loi des finances de l'exercice 2025 proposé par le gouvernement, en l'occurrence le ministère des Finances, pour nous permettre d'examiner et de voir dans quelles possibilités nous pouvons justement aménager pour permettre à ce que le gouvernement dans chaque sectoriel puisse travailler pour l'année à venir. D'accord, honorable. On sait tous qu'en tant que représentant, vous avez été élu par une population qui vous a choisi et vous a donné ce mandat-là de le représenter. Et pour une grande partie, on sait que cette population-là est à majorité jeune. Donc, pouvez-vous nous dire comment prenez-vous en compte les besoins et opinions des jeunes dans votre travail de législation? Avant de répondre à votre question, je voudrais lever quand même un équivoque ici, parce que il est bien entendu compris que chaque député est élu dans sa circonscription respective. Mais cela ne veut pas dire que nous avons un mandat impératif vis-à-vis de cette circonscription. Nous, dans la démocratie moderne, le député a un mandat général et législatif. C'est-à-dire que nous sommes des élus de la nation. Nous faisons la loi au nom de la nation, mais pas au nom de nos circonscriptions respectives. Mais je voudrais justement essayer de bêcher un peu la question pour vous permettre aussi de comprendre aisément que le rôle que nous jouons, nous avons ce mandat, c'est pour permettre à ce que nous soyons en quelque sorte les ambassadeurs de nos populations respectives. Et en tant qu'ambassadeurs, ça dit que nous venons justement pour essayer d'exhiber ce que nos populations ont envie justement de dire à nos gouvernants, de les représenter, parce que dans ce système démocratique, s'il est question justement de parler de la démocratie populaire, c'est-à-dire qu'on devait tout de suite laisser la possibilité à tout le peuple centrafricain de se lever, chacun de dire ce qu'il entend. Et c'est comme ça que dans le système démocratique moderne, il faut nécessairement des représentants de ce peuple-là et qui constituent justement une passerelle entre le peuple, ce peuple avec nos gouvernants, c'est-à-dire l'État, le gouvernement. Alors, dans ma circonscription personnellement, sauf éviter de faire l'apologie de moi-même, mais ce que je suis en train de faire toujours et toujours avec la jeunesse de ma circonscription, c'est dans un premier temps de promouvoir l'éducation de base à cette population jeune. Parce que vous conviendrez avec moi que l'avenir d'un État, l'avenir d'une société se base principalement sur la jeunesse. Et il faut proposer des bonnes pistes, proposer des bonnes initiatives à cette jeunesse et en fin de compte lui offrir un héritage qui puisse lui donner la possibilité de saisir l'occasion de la destinée de ce pays. Et donc, j'exerce beaucoup plus auprès de la jeunesse tout en organisant des conférences avec la jeunesse dans le cadre sportif, dans le cadre culturel, dans le cadre même de ce qu'on appelle l'autoprise en charge pour permettre à ce que la jeunesse puisse prendre sa destinée en main propre pour pouvoir la conduire. Tel est l'objectif principal que je me suis assigné justement à accomplir dans ce mandat-ci.
Donc, en gros, vous encouragez également les jeunes à l'entrepreneuriat. En tout cas, ce serait une très très bonne chose. Pourquoi? Parce que il faut apprendre justement cette piste entrepreneuriale à la jeunesse pour permettre à ce que dès le départ, lorsque un jeune qui veut justement se hisser dans une sphère du développement socio-économique de son pays, il va falloir que ces jeunes-là réfléchissent sur l'entrepreneuriat pour permettre à ce que leurs activités puissent justement se promouvoir et booster aussi l'économie du pays. On voit que vous travaillez en faveur des jeunes. Toujours dans le même cadre d'idées, pouvez-vous nous donner un exemple concret d'une action ou d'une loi que vous avez soutenue et qui a eu un impact dans votre localité ou dans notre pays? En tout cas, du point de vue général, on a soutenu beaucoup de ce genre de lois parce que nous, par exemple, moi personnellement, je siège dans une union régionale qui est l'Union parlementaire africaine, en abrégé UPA. Et à ce colloque, chaque fois que je prends part, il y a aussi une frange de discussion qui se base beaucoup plus sur les jeunes aussi. Et on prend des résolutions et des recommandations allant dans le sens justement d'organiser la jeunesse. Et ces jeunesses des nations qui se regroupent chaque fois à cette instance-là sont toujours considérés comme les maillons principaux, n'est-ce pas, du développement de la région Afrique. Et donc c'est comme ça que nous avons justement soutenu des accords, des ratifications et autres comme ça pour permettre justement à ce que la jeunesse puisse comprendre et comprendre normalement les enjeux justement de la vie démocratique que nous menons. Pour votre information, même au sein de l'Assemblée nationale, il y a un forum des jeunes députés qui est institué pour permettre à ce que tout ce qui concerne justement la jeunesse centrafricaine, ce forum-là puisse s'en approprier et aussi demander à travers certaines initiatives, ainsi de suite, des appuis et des orientations gouvernementales pour permettre à notre jeunesse à pouvoir s'émerger. Merci beaucoup. Alors dites-nous, honorable, quelle est la procédure de participation citoyenne en prenant en compte les préoccupations des jeunes et quels indicateurs vous permettent de savoir que leurs voix sont entendues? Déjà, vous-même en tant que jeune qui m'interviewez actuellement, vous avez déjà de bonnes procédures. Il suffit seulement que les jeunes puissent s'organiser parce qu'on ne peut pas laisser l'opportunité à chaque jeune comme ça de se lever de manière abracadabrante pour pouvoir parler, ainsi de suite. Mais lorsque les jeunes ont leur organisation, telle que l'ancien Conseil national de la jeunesse, ainsi de suite, tout ça, qui peut justement recenser les soucis, les attentes de la jeunesse centrafricaine pour présenter. Et nous, en tant que parlementaires, nous sommes toujours prêts et avec des bras très ouverts pour accueillir ce genre d'initiatives venant de la jeunesse centrafricaine. Parce que quand la jeunesse veut obtenir quelque chose, mais il faut qu'elle exprime aussi le besoin et que ces besoins se constituent en termes d'identification pour nous permettre justement de travailler dessus. Et ça, c'est des procédures comme ça qui peuvent justement nous permettre l'occasion de bien réfléchir et ceci mûrement pour permettre à ce que nous donnons aussi une visibilité sur les actions de la jeunesse. D'accord. Maintenant, on va essayer de toucher des sujets un peu plus précis, notamment en allant dans le cadre climatique. Dites-nous, honorable, quelles mesures prenez-vous pour lutter contre le changement climatique et protéger l'environnement d'abord dans votre localité, ensuite dans notre pays? Merci beaucoup, merci. Je crois que
la République centrafricaine, sous le haut patronage du président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, a beaucoup œuvré dans ce cas d'espèce. Vous apprenez souvent, vous constatez toujours tous les efforts que le chef de l'État, chaque fois qu'il effectue des déplacements à l'étranger pour siéger dans les sommets des chefs d'État, dans les sommets des gouvernements, ainsi de suite. Vous savez comment est-ce qu'il se bat pour défendre justement la préservation justement du climat. Et ce n'est pas seulement pour la République centrafricaine, mais au monde, parce que lorsque les effets néfastes de la désertification arrivent aujourd'hui, l'impact est senti à tous les niveaux. Donc, c'est pourquoi, justement, nous considérons en tant que députés qu'il y a aussi une part de responsabilité que nous pouvons avoir pour sensibiliser nos partenaires, sensibiliser nos parents. Parce que, par exemple, on est en train d'embrasser la saison sèche aujourd'hui. Et vous allez voir qu'il y aura toujours des feux de brousse qui commenceront à piluler un peu partout comme ça. Et c'est ça aussi qui détruit la nature, qui détruit l'environnement. Et nous avons aussi le ministère chargé de l'environnement qui se bat aussi pour essayer de nous proposer des ateliers ou bien des pistes pour permettre à ce que notre environnement soit aussi protégé. Et il y a aussi une initiative gouvernementale que le chef de l'État lui-même a pu justement initier. Cette initiative, c'est quoi? C'est le Quatikodro, par exemple. Lorsque il se met au devant de ses actions pour demander à ce que les sachets peut-être ménagers, les déchets, en tout cas qui détruisent justement la nature, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a au moins un pincement au cœur pour vraiment aller toucher du doigt cette situation qui va justement permettre de protéger la nature, sinon l'environnement. Merci beaucoup. Ensuite, nous allons essayer de parler un peu des personnes âgées. Alors dites-nous, honorable, comment faites-vous pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées dans votre circonscription et aussi dans notre pays? Et quel soutien spécifique envisagez-vous pour cette catégorie de la population? Je crois que j'ai justement un regard sur cette situation touchant justement cette classe de personnes. Comme a-t-on toujours dit qu'en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin indiscutablement de ces personnes âgées parce qu'on apprend auprès d'elles, on copie les modèles de vie auprès d'elles, on les voit comme des icônes parce qu'ils ont fait justement un passage et avec toutes les expériences de la terre, il va falloir leur donner au moins une possibilité de se sentir aussi à l'aise. Et vous savez, jusque-là, à mon humble avis, il n'y a pas une orientation, en tout cas spécifique, que ce soit du point de vue légal ou bien du point de vue action bien spécifique comme ça, destinée pour la protection de ces personnes âgées. Dans ma circonscription, le peu que je puisse faire, c'est parfois de faire le contrôle parce que j'ai fait recenser dans ma circonscription les personnes de 3e âge et pour lesquelles j'apporte toujours des petites aides, ça et là. Parfois
pour l'écroulement de leur habitation par les eaux des inondations et autres, ainsi de suite, je suis toujours très très actif pour leur apporter des soutiens en termes de reconstruction de leur je pourrais dire hutte, de leur hutte pour leur permettre justement de crécher là. Donc ce sont quelques petites initiatives personnelles que je fais dans ce sens-là. Mais c'est aussi un cri de cœur. C'est une question, mais c'est une question qui constitue à mon avis une forme de cri de cœur pour cette catégorie de personnes qui sont d'ailleurs des Centrafricains, qui sont aussi des icônes, comme je l'avais dit en amont. Et donc, ça permettra aussi de voir dans quelle mesure on peut aussi proposer un certain nombre de réflexions et des actions concrètes allant dans le sens de leur venir en aide. Et pourquoi pas peut-être une loi qui tente de les protéger d'une manière ou d'une autre? Vous savez que pour question de loi de protection, mais cette frange de personnes est protégée. Pourquoi je dis ça? Elles sont catégorisées parmi les personnes vulnérables. Il y a des lois justement de la République qui protègent aussi des personnes vulnérables. Donc les enfants, les femmes, les personnes de troisième âge, n'est-ce pas? Donc il y a déjà sur le plan légal, il y a assez de textes qui protègent justement ces personnes. Merci. On va toucher un peu la question du patrimoine culturel. Selon vous, quelle est l'importance des traditions et des valeurs culturelles des plus âgés aux plus jeunes, de la transmission en tout cas des traditions et des valeurs culturelles des plus âgés aux plus jeunes dans notre société? Et comment contribuez-vous d'une manière ou d'une autre à préserver ce patrimoine? En tout cas, je pense que chaque nation a ce qu'on appelle les valeurs et des cultures qui lui sont véritablement propres. Et ces valeurs, c'est ça qui détermine justement comment on appelle, on dit, c'est ça qui détermine ce qu'on appelle l'identité remarquable de chaque peuple. Et je pense que la République centrafricaine en a, mais une nomenclature de ces cultures. Mais seulement, si vous conviendrez avec moi aujourd'hui, parlons de la jeunesse centrafricaine, mais cette possibilité, cette qualité d'apprendre les valeurs culturelles, des valeurs artistiques de notre pays tend à disparaître pour la simple raison que avec l'avènement de la nouvelle technologie, le modernisme, ainsi de suite, ça bouleverse complètement la morale. Et aujourd'hui, on est en train de basculer vers l'abandon total de ces valeurs culturelles. Et c'est pourquoi justement, pour que l'on puisse conserver cela, il va falloir qu'il y ait aussi la mise en place d'un certain nombre de comités ou bien un certain nombre d'organisations pouvant recenser justement ces cultures et ramener ça sur le banc de l'école même. Parce qu'à l'époque, nous, par exemple, on nous apprenait la morale à l'école primaire déjà. À l'école primaire, nous apprenions déjà la morale. Ça veut dire que ça nous pousse justement à connaître ce que c'est que le civisme, à savoir ce que c'est que, ce que c'est que la manière qu'un jeune peut justement se conduire dans la vie active. Donc tout ça, justement, c'est des valeurs culturelles qu'il faut justement préserver. D'accord. Bon, je pense que pour une première fois, on vous a bien cuisiné avec les interrogations, mais la discussion, l'interview va
tend vers la fin. Et donc, on aurait souhaité que vous puissiez nous donner un message, transmettre un message aux jeunes abonnés de Sonia TV, Jeune Radio qui nous suivent en ce moment, ou un petit mot de fin pour essayer de sensibiliser, de parler à la jeunesse. Je vous remercie, Madame la journaliste. C'est un grand plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui. Je pense pour ma part que vous recevez de ma part et de la part de tous les élus de la nation centrafricaine cet encouragement parce que ce que vous avez institué, cette relation que vous voulez justement nouer avec le Parlement de votre pays, c'est une très très belle initiative à encourager. Et on vous tire chapeau pour ça. J'en profite justement pour lancer un message. Ce message vraiment provient d'une humilité de cœur vis-à-vis de la jeunesse centrafricaine tout entière. Et c'est ce message pour permettre à ce qu'il faut être attentif, il faut apprendre, il faut se battre, il faut faire d'efforts justement pour avoir une possibilité organisationnelle en votre sein en tant que jeune pour déterminer les pistes que vous pouvez justement emprunter pour vous permettre de voir le bout du tunnel, c'est-à-dire de vous tailler une portion de responsabilité dans la vie active. Et le peuple centrafricain attend de vous en tant que jeune pour tenir le flambeau de la destinée de cette nation que j'aime tant, qui est la République centrafricaine. Merci honorable, merci encore une fois de plus pour ce moment d'échange, cette opportunité que vous nous avez donnée pour vous interroger et pour nous permettre également d'être davantage édifiés sur la mission, le rôle, les fonctions des députés et tout. On espère en tout cas que nous aurons davantage de moments d'échange, de moments d'interview avec vous pour en tout cas nous permettre de discuter sur la situation des jeunes, sur la question de leur rapport avec nos représentants, mais aussi sur la situation de la population centrafricaine en général et du rapport avec nos élus de la nation. C'était un réel plaisir et nous vous disons à très bientôt. C'était l'honorable Zoumara Barthélémy Louis-Marie au micro de Mélodie dans notre émission Nos députés et nous. Merci.